Bonsoir, bienvenue dans ce récapitulatif des actualités marquantes de la semaine qui s'achève, que je co-présente avec Guinabou Kiam. Guinabou Kiam, bonsoir. Bonsoir Abdallah, bonsoir à tous. Au sommaire de ce magazine, après la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, le président du Conseil national de la transition a conféré avec des journalistes cette semaine. Dans un grand oral, Dansa Kourouma a tenté d'expliquer les dispositions liées à la candidature indépendante, dispositions remises en cause par des juristes. Les détails à suivre. Les enseignants contractuels de Guinée sont désormais situés sur leur sort. Les résultats du concours en pratique de classe, après des mois d'attente, ont été rendus publics ce vendredi. 10 000 des 14 000 candidats sont admis pour intégrer la fonction publique locale. Ceux non admis sont partagés entre déception et interrogation. Ils disent ne pas comprendre. Vous les entendrez dans un instant. Et puis la route nationale numéro 3 s'enfonce un peu plus chaque jour. Son état de dégradation très avancé empêche une parfaite circulation des engins. De Kagbélé au kilomètre 5, les usagers font une course d'obstacles. C'est notre reportage de la semaine réalisé par Ansoubaï Le Baldé, Amanatou Diallo et Ousmane Kamara. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce récapitulatif. Le président du Conseil national de la transition était face à la presse ce mercredi, Guinabou Kiam. Devant des journalistes, Dansa Kourouma a abordé plusieurs sujets qui alimentent les débats autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution, parmi lesquels figure la candidature indépendante, l'une des innovations prévues dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Mais pour quelle nécessité et quels critères? La réponse, c'est dans ce reportage d'Amara Bangora. Le rendez-vous s'appelle Grand Oral, premier rendez-vous entre la presse et le président du Conseil national de la transition depuis la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Un document dont le rapport traite plusieurs questions, dont la candidature indépendante. Avec cette innovation, Dr Dansa Kourouma dit permettre à tout citoyen de participer à la vie de sa nation sans exclusion. Je prends une vieille décision de la Cour suprême de Guinée lors des élections de 1993. Où un certain Bouna Keïta et un autre candidat Kaba ont été déclarés inaptes de faire acte de candidature à l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas été présentés par un parti politique. Décision de la Cour suprême de la Guinée. Ça traîne encore dans ma tête. Mais ça a poussé tout le monde, y compris les narcos, à créer aussi des partis. Parce qu'on a dit, pour être candidat, il faut créer un parti. La question semble vouloir créer de la rupture dans un paysage politique pollué, selon le président du CNT qui tient à son encadrement. Il y a des partis, depuis qu'on a commencé à faire les élections en Guinée, ils n'ont jamais eu 5000 voix aux élections. Nous, on va instaurer, la loi va instaurer le parrainage pour les candidats indépendants. Pour être candidat indépendant, il faut présenter un nombre de signatures correspondant à au moins 1% des électeurs inscrits sur la liste électorale sur le plan national. Ça fait environ 40 000 ou 50 000 signatures. Celui qui a 40 000 et 50 000 signatures n'est-il pas plus pertinent qu'un parti de salon? La peur qui anime nombreux Guinéens avec les candidatures indépendantes est de permettre aux narcotrafiquants de prendre les destinées du pays. Dr Dansa Kourouma dira qu'il n'y a aucun lien. La Guinée, c'est le seul pays du monde que j'ai visité où le parti s'achète. C'est parce que nous avons fermé la loi et créé de l'autre côté la pagaille. Mais si le parti s'achète, les narcos peuvent acheter les partis aussi. Qu'est-ce qui les empêche? Qui sait s'ils n'ont pas de parti acheté dans leur sac caché? Faire un lien entre la candidature de qui que ce soit par rapport à l'instauration de la candidature indépendante, je pense que si on n'est pas de mauvaise volonté, il n'y a pas de lien. Contre ces éventualités, le CNT prévoit des critères pour la candidature indépendante, dont le critère de moralité et la présentation d'un casier judiciaire. Mais les explications du président du CNT ne passent pas chez des juristes qui affirment qu'il est bien possible d'individualiser la Constitution sous une transition. Interrogé, le juriste Khalil Kamara a apporté plus d'explications à ce sujet. Ansoubaï Le Baldé.
Pour le juriste Khalil Kamara, une constitution peut bel et bien personnaliser la représentativité pour une élection quelconque. Il a fondé son argument sur la constitution de 2010 pour venir à contre-pied le président du Conseil national de la transition, le docteur Dansa Kourouma. Pour d'ailleurs illustrer ce que je suis en train de dire, pour dire qu'une constitution peut contenir bien sûr des dispositions qui personnalisent ou qui individualisent en fonction du but recherché. C'est la constitution du 10 mai 2010 que je vais sur la constitution du 10 mai 2010 que je vais donc me fonder. Cette constitution, dans son article 156, prévoyait par exemple que le président de la République par intérim, qui était le général Sekba Konaté à l'époque, ne peut ni modifier le code électoral, la constitution, les principes régissant les associations, l'association et la presse. Donc, c'était des dispositions qui particularisaient. On ne peut donc pas dire qu'une constitution ne peut pas individualiser. Plus loin, le juriste Khalil Kamara a sa lecture sur la déclaration qui parle de constitution taillée sur mesure. Je crois qu'une constitution taillée sur mesure, c'est cette constitution qui laisse des brèches aux autorités de la transition d'être candidats aux futures élections. Sinon, si l'objectif était réel, il serait encore mieux de les exclure de cette élection. Parce que je l'ai dit, ce sont des situations particulières et il faut tenir compte des spécificités. C'est-à-dire qu'après les dispositions transitoires, après l'adoption de la Constitution, elles deviennent caduques et les membres exclus sont désormais légitimes ou alors peuvent être validés pour leur candidature. Mais pour cette situation particulière, il faut les exclure et ce serait la bonne manière pour la mise en place d'une constitution. Khalil Kamara a adressé un conseil au CNT, c'est celui de respecter la volonté du peuple de Guinée. Examen et adoption de la loi de finances rectificative 2024, le Conseil national de la transition, dans son rapport synthèse, souligne la faible mobilisation des recettes pour le budget de l'État. Plusieurs services publics sont épinglés dans ce rapport, notamment le port autonome de Conakry, les contraventions policières et la Société d'électricité de Guinée EDG. Le CNT, dans cet exercice, a rappelé leur non-contribution effective dans le budget de l'État. Dans son projet de loi de finances rectificative soumis au Conseil national de la transition, le gouvernement guinéen a revu à la hausse les prévisions de recettes tout en maintenant les objectifs macroéconomiques. La croissance de l'économie a été revue à la baisse à 4,2% contre 5,4% initialement. Les recettes révisées sont estimées à 30 741,69 milliards de francs guinéens contre une prévision initiale de 29 942,48 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 799,21 milliards de francs guinéens, soit moins 2,67%, et sont composés de recettes fiscales, de dons et d'autres recettes. Les principales hypothèses sur lesquelles reposent les projections budgétaires révisées pour 2024 ont été déclinées dans le rapport synthèse. Ainsi, les projections budgétaires révisées pour 2024 reposent sur les principales hypothèses qui se déclinent comme suit. Un taux de croissance du PIB de 4,2% contre 5,4% en LFI 2024. Un taux d'inflation en moyenne annuelle de 10,3% contre 8,9% en LFI 2024. Un taux de pression fiscale de 11,79% contre 13,25% en LFI 2024. Un taux de change de 8 525 000 GNF pour $1 américain contre 8 805,7 francs guinéens.
les recettes. Dans les recommandations, le Conseil national de la transition a constaté avec regret du faible paiement des dividendes par le port autonome de Conakry. Pourtant, vitrine de l'économie guinéenne, société publique de son État, le port autonome de Conakry peine à mobiliser des dividendes au profit du budget national, a dénoncé le rapport synthèse du CNT. Restons dans le volet législation. La Guinée veut se doter d'un guide de la légistique Guinaboukan. Oui, Abdallah Kamara, un document qui permet les meilleures modalités d'élaboration, de rédaction, d'édiction et d'application des normes. Pour y arriver, un atelier d'examen et de validation du projet de ce guide de la légistique s'est tenu en début de semaine à Conakry avec la participation de 165 experts nationaux. La rencontre devra permettre de doter la Guinée d'un système de législation axé sur les résultats. Amara Bongoa. L'atelier réunit les conseillers juridiques venus de tous les départements ministériels. L'idéal est de combler l'absence d'un guide légistique depuis l'indépendance, à l'effet de manière conjuguée de permettre à la Guinée d'avoir son référentiel transversal d'élaboration des textes de loi accessible aux citoyens. Mesdames et messieurs, l'accès aux textes juridiques en République de Guinée est une problématique réelle de nos jours, car il expose les pauvres citoyens que nous sommes à ce qu'on appelle l'insécurité juridique permanente qui a été très bien développée par mes prédécesseurs. La plupart des citoyens guinéens n'ont pas accès aux textes de loi à temps et ces textes ne font pas l'objet d'une vulgarisation appropriée. Le ministère de la Justice, le secrétariat général du gouvernement et le Parlement sont les plus secoués par le manque d'un système normatif alors qu'il est le leur. Le garde des Sceaux salue l'initiative. Mon département et le secrétariat général du gouvernement étaient en voie d'entamer de concert l'élaboration d'un outil pouvant guider la rédaction des projets de textes législatifs et réglementaires sans savoir que vous aviez déjà construit la fabrique du précieux outil. Votre diligence et votre promptitude dans la préparation vous a donné une longueur d'avance qui nous a conduit à vous rejoindre et faire nôtre le projet que vous êtes en train de soumettre à l'examen. Le document qui sera produit après examen traitera de tous les aspects à la fois de l'administration et de la vie sociale, mais axé sur les résultats. Le directeur des affaires juridiques et de la légistique fait un plaidoyer. C'est faire admettre aux autorités de l'État d'accepter le contenu du projet de guide de la légistique. Parce que l'objectif qui est recherché dans ce document, c'est de faire en sorte qu'on instaure en République de Guinée un système de législation axé sur le résultat. On le dit parce qu'avant, notre législation n'était pas suffisamment préoccupée, n'était pas suffisamment dirigée par le besoin de résultats, le besoin d'efficacité. L'exercice se déroule à compter de ce 5 août jusqu'au 28 août 2024. Dans ce guide, dont l'examen et la validation sont attendus de ces acteurs de la chaîne juridique, il est prévu les directives favorables à des lois plus efficaces. Je vous l'annonçais au sommaire, les enseignants contractuels communaux de Guinée peuvent enfin se frotter les mains. Après plusieurs mois d'attente, les résultats du concours en pratique à 2 classes sont connus. La publication a été faite jeudi au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Ces enseignants deviennent des fonctionnaires locaux pour le compte du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Que du sourire au sein des responsables des enseignants contractuels communaux devenus désormais enseignants fonctionnaires communaux. Ils changent de statut à la suite de la publication des résultats du concours en pratique de classe où 10 000 personnes sont déclarées admises. Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique, a officiellement remis les résultats aux responsables des enseignants. Vraiment, c'était de remercier nos ministres qui ont accepté d'accorder les 10 000 places prévues pour la fonction publique locale.
aux enseignants fonctionnaires communaux. À partir de ce jour, il reste désormais à bancariser les admis pour être officiellement salariés, précise Aboubakar Kourouma. Désormais, l'État ne paiera un agent, qu'il soit de la fonction publique locale ou de la fonction publique d'État, que quand il est dans la plateforme FIGAS. Et pour être dans FIGAS, vous avez fait j'ai envie de dire 95% du processus parce que vous êtes déjà bien maîtrisé, vous êtes dans la base FIGAS, il vous reste à vous bancariser. Concernant la mobilité ou la demande de mutation, le secrétaire général du ministère de la fonction publique informe que le processus est impossible pour les admis. La question de mobilité, c'est une question sensible. Vous êtes fonctionnaire de la fonction publique locale d'une localité donnée, votre poste est dans cette localité, le poste n'est pas transférable dans une autre localité. Tous les admis pour le compte de la fonction publique locale feront des formations militaires, affirme Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique. Les nouveaux fonctionnaires que nous sommes en train de recruter, pendant leur année probatoire, vont faire un séjour dans les garnisons militaires. Ils vont avoir des formations. Les 10 000, chacun d'eux, vont avoir des formations sur le service. Pendant ce temps, des enseignants contractuels communaux non admis à la fonction publique locale sont partagés entre déception et interrogation. Rencontrés dans la matinée du vendredi au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, bon nombre d'entre eux sont dans l'étonnement. Ils disent ne pas comprendre le fait d'avoir rempli toutes les conditions et obtenu la moyenne en pratique de classe sans être admis. Amara Bangoua. Parfum de joie chez la coordination, le collectif des enseignants contractuels, mais symbole d'un mauvais souvenir pour Boubacar Sidibé, enseignante contractuelle communale de Fria. La mère de famille n'est pas admise au concours de recrutement des enseignants contractuels communaux alors qu'elle dit avoir eu la moyenne requise en pratique de classe. Je me demande pourquoi et comment je n'ai pas vu, il n'y a pas mon nom sur la liste des admis. Et pourtant, j'ai tout fait, j'ai sacrifié mon sang, mon énergie pour que le pays aille en avant. J'ai travaillé pendant des années sans salaire. Sans salaire. Je suis avec mes enfants en brousse. Comme les autres, Dame Boubacar vient de Tormelin pour rejoindre le département dès la tombée des résultats. Venu de Kindia, Badema Bari est aussi du nombre des non admis. Mais à lire les résultats, il a décelé plusieurs anomalies. Et si vous prenez certaines préfectures telles que Koya par exemple, ils ont travaillé de pêle-mêle. Vous pouvez, parce que les résultats sont venus par ordre de mérite. On dit résultats par ordre de mérite des enseignants contractuels communaux. C'est de 19 jusqu'à 12 de moyenne. Dans certaines préfectures, vous pouvez voir de 18 jusqu'à 10 de moyenne. Dans certaines préfectures, vous pouvez voir de 19 jusqu'à 12 de moyenne. Ces contractuels qui se disent désespérés invitent les autorités à les rétablir au nom des sacrifices faits pour l'éducation guinéenne. La surnommée route de l'enfer n'est nullement exagérée. Djinaboukam, le trajet Kagbélé d'Ubreka km 5 est complètement dégradé en cette saison des pluies. Justement, les usagers traversent un calvaire loin de l'entendement, une longue et pénible situation pour les conducteurs d'engins qui affrontent au quotidien ce trajet. Le mauvais état de la route impacte négativement les engins qui la pratiquent. Pourtant, c'est une route à forte fréquentation. Images et témoignages dans ce reportage de la semaine à grand format signé Ansoubaïlo Baldé, Amanatou Diallo et Ousmane Kamara. La traversée est très critique pour les usagers. Quitter Kabelin pour km 5 dans la commune urbaine de Dubreka est un parcours de combattants. La dégradation de la route cause assez de difficultés aux conducteurs des engins roulants. Ah, franchement, nous, ça nous fatigue. Parce que quand tu prends quelqu'un à 36 jusqu'à arriver à Dubreka, c'est la fatigue. L'état, la route n'est pas bonne et puis c'est la fatigue. Donc actuellement, quand tu pars à 36, tu vas voir des passagers arrêtés. Il n'y a pas de véhicule. Les chauffeurs ont peur maintenant. Quand tu sors, tu fais un voyage, 2 voyages, ça te voit que ta voiture est en panne. Tu ne peux pas continuer le voyage.
Pour se frayer un chemin, motards, conducteurs de véhicules et piétons se bousculent sur la chaussée. À cause des trous béants, il est difficile pour chacun de trouver rapidement un passage. Pourtant, de Kagbelen jusqu'à Dubreka, il y a une zone industrielle considérable. Une situation qui attire l'attention des citoyens. Non, notre cri de cœur, c'est de mauvaises routes qui est ici. Parce que nous sommes aux zones industrielles. Il y a beaucoup d'usines ici, mais la route, c'est pas bon. Quand il pleut, c'est pas bon. Quand le flux cesse aussi, c'est le poussière. Vraiment, nous souffrons ici, très mal même. Les accidents mortels, les embouteillages et les pannes techniques sont entre autres les calvaires que les usagers risquent au moment de la traversée. L'état de cette route actuellement, comme vous le voyez, toute la route est devenue de la pagaille. Il y a tout est créé un peu partout, beaucoup d'embouteillages et puis ça crée aussi beaucoup d'accidents. Parce que chaque fois les véhicules qui sont remplis de bagages, les véhicules de voyage là, ils tombent souvent sur la route et puis les camions tombent et beaucoup d'accidents sur la cause de cette mauvaise route quoi. C'est que cela veut dire quand il y a l'embouteillage, il y aura beaucoup de désordre parce que chacun sait à se profiter comment s'en sortir dans l'embouteillage. Oui, aujourd'hui, vous avez vu avec les usagers, les gros camions, il y a les gros porteurs aussi qui sont activement sur la route aussi. Vous avez vu vous-même, vous avez constaté, la route est tellement restreinte. Deux camions déjà ne peuvent pas se doubler sur la route, sur l'axe. Souvent, les accidents de moto aussi sont très fréquents. Les grands trous remplis d'eau de pluie obligent certains conducteurs à descendre de leur engin afin de trouver du passage. Et c'est devenu une règle pour les usagers de cette route de passer plusieurs heures inhabituelles avant d'arriver à destination. Morikaba, mécanicien, pointe du doigt le rétrécissement de la route. Vous avez vu le volume de la route. Quand la route est restreinte, et que la fluidité n'est pas ce qu'elle est, forcément il y a l'embouteillage qui s'accumule. C'est ça le problème. Parce que moi ce que je pense, c'est d'élargir comme ce qu'ils ont fait à Koya là. Vous avez vu le volume de la route, même s'il faut casser, parce que là, pour faire le mètre, il faut casser des œufs. Hein? Pour qu'au moins la route soit vraiment dégagée, qu'on donne les mesures aux standards des autres pays. Mais tant que cela n'est pas géré, les embouteillages ne pourront jamais finir ici. Entre Kagbelen, Dubreka, Bofa, Fria et Boké, la circulation des gros porteurs est très dense. Des camions qui fréquentent les carrières de sable et de granit y passent régulièrement. C'est donc pour toutes ces raisons que la nationale numéro 2 est classée parmi les poumons économiques en termes de transport par des observateurs. L'État guinéen est alors interpellé à prendre ses responsabilités afin d'atténuer la souffrance des usagers de la route Kagbelen-Dubreka, km 5. Les autorités doivent prendre en compte, en tout cas, ces travaux de ce côté. Volet sport de ce récapitulatif des faits marquants de cette semaine. Kaba Diawara n'est plus le sélectionneur du Sili National A. Il a passé plus de 2 ans à la tête du Sili, mais après sa débâcle au JO de Paris, Kaba et son staff ont été remplacés par un directoire transitoire chargé de la gestion technique du Sili A, coordonné par Michel Duchier, ancien sélectionneur du Sili national. Mamadou Tanba. Né le 28 mai 1959 à Cannes, Michel Duchier est un footballeur français qui a joué au poste de gardien de but à l'OGC Nice, l'Olympique d'Alès et l'AS Cannes, reconverti par la suite entraîneur de football. D'abord adjoint à Cannes, il est ensuite devenu sélectionneur de l'équipe de Guinée de 2002 à 2004. En mai 2006, il obtient le DEP, plus haut diplôme d'entraîneur de France. En 2006, il devient l'assistant d'Harry Michel qui dirige à l'époque l'équipe de Côte d'Ivoire.
Puis il revient entraîner les Canois entre 2006 et 2007 avant de diriger la sélection béninoise à partir de juin 2007. Mais à la suite de l'élimination du Bénin lors du premier tour de la CAN 2010, il est limogé par la Fédération béninoise de football. En mai 2010, Michel Dussuyer revient à la tête de l'équipe de Guinée. Arrivant en fin de contrat en décembre 2013, son contrat est finalement renouvelé en février 2014. Lors de la CAN de 2015, il mène la Guinée en quart de finale. Le 2 février, au lendemain de l'élimination de la Guinée contre le Ghana, il démissionne de son poste de sélectionneur. Le 20 juillet 2015, il est nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Le 29 janvier 2017, une semaine après l'élimination de la Côte d'Ivoire à la CAN 2017, il démissionne de son poste de sélectionneur. En juin 2018, il est nommé sélectionneur du Bénin pour la deuxième fois de sa carrière. Il conduit la sélection jusqu'en quart de finale de la CAN 2019. Actuel superviseur de l'équipe nationale de la Guinée, la meilleure raison de rappeler Michel Dussuyer tient bien entendu à son passé avec l'équipe nationale qu'il a entraîné de 2002 à 2004. Les dirigeants de la Fédération guinéenne de football mettent en avant sa connaissance détaillée des footballeurs guinéens, son ambition qu'il a défendue, mais aussi et surtout les bons résultats enregistrés lors de son dernier passage en Guinée. Restons toujours avec vous, Mamadou Tanouba, pour dire que l'ancien président de la Confédération africaine de football CAF nous a quittés cette semaine. Issa Hayatou est décédé à Paris à l'âge de 77 ans des suites de maladie. Le Camerounais a passé 30 ans au service de football continental, un parcours qui a fait de lui une figure emblématique du football mondial. Mamadou Tanouba. Issa Hayatou, à lui seul, incarne 30 ans de service passé à la tête de la Confédération africaine de football. C'est en 1988 que le destin lui a mis à la tête de l'organisation. Le natif de Garoua au Cameroun était un sportif multidisciplinaire. Il est champion du Cameroun du 400 et du 800 mètres entre 1964 et 1971 et sélectionné dans l'équipe nationale d'athlétisme disputant les Jeux africains de 1965 à Brazzaville. Il joue aussi dans l'équipe du Cameroun de basketball et dans l'équipe de football universitaire. En parallèle, il devient professeur d'éducation physique et sportive, obtenant un certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive à l'université de Yaoundé en 1973. À partir de 1974, Issa Hayatou commence à prendre des responsabilités dans le milieu sportif en devenant secrétaire général de la Fédération camerounaise de football à l'âge de 28 ans et le demeure jusqu'en 1983. Entre 1982 et 1986, il est directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports du Cameroun. Vice-président de 1984 à 1986, il devient ensuite président de la Fédération camerounaise de football et ce jusqu'en 1988. Issa Hayatou est à la base de l'expansion de la Coupe d'Afrique des Nations, l'inclusion d'un plus grand nombre d'équipes africaines à la Coupe du Monde de la FIFA et le renforcement des infrastructures de football à travers le continent. Ainsi s'achève ce magazine des faits marquants de la semaine. Merci Diana Boukam. Merci Abdallah Kamara. Merci à tous. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à réaliser cette édition. À la semaine prochaine pour d'autres actualités marquantes. Au revoir.